Sur la surface du monde d'Amétal, les Blood Angels et les World Eaters se livrent un combat à mort. Le rouge de leurs armures se confond avec le rouge dont se tapisse le pavé, au fil du massacre sanglant qui s'y déroule. Le sorcier du chaos Xorfas de la Black Légion déchaîne sa magie impie dans le but de déchirer le voile de la réalité et créer une faille warp gigantesque, dont les enfants du chaos et autres démons n'auront aucun mal à s'extirper pour infester l'univers matériel. Les Blood Angels, quant à eux, ont à leur côté le Sanguinor en personne, figure angélique bardée d'or, auréolée de gloire belliqueuse, dont la seule présence galvanise les troupes, qu'elles soient Astartes ou simples mortels. Il permet aux loyalistes de détruire les usines d'assemblage de machines démons d'Ioline, coupant le flux de renforts des forces du chaos. L'ouverture de la faille warp par Xorfas reste, quant à elle, imminente, faisant entrer la guerre pour le système Diamor dans sa phase finale. Si la sorcellerie impie du seigneur sorcier de la Black Légion n'est pas interrompue, la voie d'Abaddon vers Diamor, puis vers Terra, sera toute tracée. Après la destruction d'Ioline par l'archange des Blood Angels en personne, la guerre pour le système Diamor entre dans sa phase finale. Seulement quelques heures solaires après la destruction de Ex Infernium, le commandement impérial reçoit des rapports faisant état d'une escalade des combats à travers tout le système stellaire. Dans le même temps, les forces au sol du chaos se préparent à délivrer le coup fatal. Pour elles, le temps est à la victoire ou à la mort. Poussée à l'action par la destruction d'Ioline, la Black Légion frappe directement Amétal. Elle concentre sa pleine puissance sur le hub Beta Secundus, tandis que les forces impériales se rassemblent pour les encercler, réunissant leurs troupes avant de mener un ultime assaut visant à balayer le chaos une bonne fois pour toutes. Ce plan est élaboré par le capitaine Aphael, dont les forces constituent les éléments les plus au sud de l'offensive. À l'unisson, les armées de l'Imperium avancent à travers les zones d'affrontement irradiées que le Mechanicus a nettoyées de nombreuses semaines solaires auparavant. Elles chargent à travers un blizzard de feu déchaîné par les vaisseaux de la Black Légion en orbite. Des barrages d'artillerie s'abattent sur les positions impériales avec une force colossale, détruisant des chevaliers impériaux d'un seul coup et réduisant des escouades entières de Skitarii en cendres. Les lances laser martèlent les boucliers du vide des titans et atomisent les escouades de Marines d'assaut. Cependant, et bien que le bombardement déclenché est lourd et la destruction qu'il cause horrifique, les forces impériales ne ralentissent pas leur allure. Alors que la bataille fait rage à la surface de la planète, la guerre spatiale éclate en orbite. Les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus comprennent la raison de l'acharnement des troupes du chaos, le véritable objet de la quête de la Black Légion sur Amétal, dont peu d'autres ont conscience. Il s'agit d'un artefact apporté par le techno-archéologue Dominus Ivas Nophon et ses suivants, depuis le monde forge de Metallica vers Amétal. Il s'agit d'un pouvoir d'une puissance inimaginable, pour lequel les forces de l'Imperium et celles d'Abaddon se battent corps et âme, bien que la raison de détenir un tel pouvoir diffère selon les camps. Le seigneur sorcier Xorfas est au fait de sa vraie nature, et c'est sa cabale et lui qui sont à l'origine de la localisation de celui-ci pour le compte du fléau. Celui-ci met ses forces en mouvement dès l'identification de l'artefact, car la bataille sur Amétal pourrait bien signifier le succès ou l'échec de sa 13e croisade noire, car elle pourrait lui offrir l'opportunité d'étendre sa voie cramoisie comme une plaie béante à travers l'espace impérial.
Ce secret, pour lequel les deux camps jettent leurs forces dans le creuset de la bataille, se situe loin sous la surface d'Amétal. Il s'agit d'un artefact ancien au-delà de l'imagination humaine. Connu comme la pierre Banshee, il s'agit en réalité d'une prison de la taille d'un monde, forgée par des êtres divins bien avant que Terra n'accueille ses premiers organismes vivants. Il s'agit d'une cage pour les créatures infernales du Warp, une arme démoniaque qui, d'après les divinations du seigneur sorcier Xorfas, est pleine à en déborder de démons hurlants. Elle ne requiert que le rituel approprié pour en briser les sceaux, et dont la libération soudaine de tant d'entités du Warp déchirerait de multiples plaies dans le tissu de la réalité. Tandis que la bataille fait rage entre les Blood Angels et la Black Legion, Xorfas parvient à la zone d'excavation principale du hub de Beta Secundus. Grâce à l'action des Crimson Slaughter, le seigneur sorcier a pu déterminer quelles zones de la cage millénaire sont les plus faibles et par quel interstice les pouvoirs de ses détenus pourraient s'écouler librement. Bien que les Blood Angels imposent le statu quo aux forces du chaos et semblent même sur le point de remporter une victoire inéluctable, les héros du chapitre ont le terrible pressentiment d'avoir été manipulés à attaquer les forces du chaos bien trop tard. Leurs ennemis en déroute, les guerriers en armure écarlate se précipitent en bas de la rampe terrestre menant aux profondeurs du site d'excavation. C'est là qu'ils se retrouvent confrontés pour la première fois à la pierre Banshee et aux horreurs hurlantes qu'elle renferme. Un cristal déformé de la taille d'une torpille, autour duquel des vagues de sang, fissurant le substrat rocheux de la planète au-dessus d'eux, s'écoulent à flot. Malheureusement pour Xorfas, le rituel n'est pas encore achevé, tandis qu'il réalise qu'il n'a plus de temps. La pierre Banshee a déjà atteint un stade de terrible disharmonie, et des dommages massifs apparaissent sur les verrous arcaniques qui maintiennent la cage close. Bien qu'elle ne semble pas sur le point de céder de manière imminente, sa rupture ne semble être qu'une question de temps. D'une impulsion psychique, le sorcier du chaos ordonne la retraite de ses troupes. Abandonnant la pierre Banshee pour se précipiter aussi vite que possible en haut de la rampe d'accès du site d'excavation, Xorfas se rue au contact des Blood Angels dans l'espoir de les ralentir. Accompagné de Terminator en armure noire, Xorfas et ses acolytes déchaînent la pleine étendue de leur pouvoir psychique pour repousser les Astartes qui se précipitent vers eux. Ayant sécurisé assez d'espace et établi un verrouillage avec ses vaisseaux en orbite, la Black Legion disparaît en un éclair de lumière warp, laissant ses ennemis hurler de rage devant sa disparition. Sur la surface du monde, les combats se poursuivent encore pendant de nombreuses heures solaires, avant que les dernières forces Felon ne soient détruites. Ce n'est ensuite que par les efforts combinés du Librarian Asmazael et ses frères sensibles psychiquement que la pierre Banshee est à nouveau réduite au silence. En cet instant, la flotte des traîtres s'est déjà dispersée, rejoignant des coordonnées de retraite préétablies. Les Blood Angels extraient à leur tour leurs forces de la surface d'Amétal. Dans les heures solaires qui suivent, une vague d'explosions balaye la surface du monde, oblitérant toute trace d'action chaotique et ne laissant derrière elle que des déserts de cendres noires. Il faudra 7 jours solaires avant que la fureur des tempêtes de feu globales ne s'éteigne et qu'il ne subsiste plus que d'Amétal qu'une coquille ravagée. Les pertes causées par cette destruction sont inimaginables, mais il n'en reste pas moins une victoire pour les Blood Angels, qui ont infligé aux forces de Xorfas un revers sanglant. Du Sanguinor, il ne subsiste plus aucun signe. Le capitaine Karlaen en personne le voit s'échapper après la destruction d'Ioline, un éclair d'or s'évanouissant dans les cieux. Lorsque l'heure sera sombre à nouveau, il ne fait aucun doute que l'archange se portera une fois encore au secours de ses frères.
l'Imperium pense avoir remporté une grande victoire sur Amétal, qu'il a déjoué une fois de plus les plans du fléau. Malheureusement, le Librarian Azmazael réalise bien vite que les forces du chaos ont causé bien plus de dégâts à la pierre Banshee que ce que les Blood Angels imaginaient. La défaite sur Amétal lui semble en effet simplement délayée et non évitée. En effet, les fissures à la surface du cristal servant de cage démoniaque se propagent au-delà de tout espoir de réparation, si toutefois il existait un être vivant capable de réparer un tel artefact. Les énergies de la pierre Banshee ne sont plus nécessaires au seigneur sorcier Xorphas, car il n'est plus qu'une question de temps avant que ses suivants et lui n'accomplissent leur tâche diabolique. Les barreaux de la cage démoniaque voleront en éclats, ce n'est qu'une question de temps. Les Blood Angels, tandis qu'ils rassemblent leurs forces avant de se remettre en route vers Baal, laissent toutefois derrière eux le Librarian Azmazael ainsi qu'une escouade de scouts de la 10e compagnie. Leur tâche sera de demeurer sur Amétal et de tenter d'estimer la véritable étendue des dégâts subis par l'artefact ancien, ainsi que de monter la garde si, ou plutôt quand, la prison de la pierre Banshee s'effondrera pour de bon. Ailleurs dans la galaxie, 7 des 8 compagnies des Howling Griffons s'engagent dans une longue guerre de tranchées sur Amistel Majoris. La 2e et la 8e compagnie parviennent à forcer le blocus de la flotte de la peste de la Death Guard, mis en place autour de la planète, et arrivent juste à temps pour renforcer les régiments de l'Astra Militarum de la garde des marais Drukian, qui subissent de terribles pertes face aux épidémies infernales répandues par les forces traîtresses. En quelques jours solaires, les Howling Griffons et les titans de la Legio Astorum constituent la seule force capable de manœuvrer les défenses extensives construites par les Drukians. En effet, tout guerrier qui ne revêt pas une armure énergétique et qui s'exposerait au vent de peste est garanti de mourir d'une mort lente et douloureuse, puis de vivre une éternité de servitude en tant que zombie de la peste au sein des légions mortes vivantes de Nurgle. La première compagnie des Howling Griffons, incluant le maître de chapitre Alvaro, reste quant à elle stationnée sur la barge de bataille du chapitre Force of Destiny et s'engage lors de la persécution d'une compagnie de Space Marines du chaos des Night Lords particulièrement vicieuse, qui se fait appeler les Élus, commandée par l'infâme prince démon Périclitor. Il est de notoriété publique que les Howling Griffons nourrissent une haine particulière envers Périclitor. Tant que cette haine est mise au service des intérêts supérieurs de l'Imperium, aucune autorité ne remet en cause les actions d'Alvaro envers les Night Lords. Le chapitre des Iron Knights, quant à lui, s'impose une croisade pénitente qui devra durer plusieurs décennies solaires. Après qu'Abaddon et sa 13e croisade noire se soient abattus sur les défenseurs de la porte cadienne, le chapitre est l'un des premiers dans la région à répondre à l'appel aux armes. La première compagnie des Iron Knights s'enlise dans la défense d'Amistel Majoris, renforçant les défenses vacillantes des Howling Griffons dans leur terrible guerre d'usure dans les tranchées qui les opposent aux assauts incessants des Marines de la Peste de la Death Guard. La zone de guerre se transforme rapidement en bourbier pestiféré, les cadavres en décomposition des victimes du dieu de la peste formant un marais putride à travers lequel les défenseurs sont contraints de se dépêtrer pour porter le combat à l'ennemi. Une patine maladive de crasse entache bientôt l'armure bleu-grise éclatante des Iron Knights, et les chapelains de compagnie sont contraints de réaliser des rites de purification quotidiens dans le but d'éloigner l'épidémie virulente. De récents sermons des mêmes chapelains semblent lier la présence continue de leur chapitre dans la zone de guerre et une possible rédemption de leurs frères de bataille aux yeux de l'empereur, faisant le serment que le monde d'Amistel Majoris ne tomberait qu'au prix de l'existence même de leur chapitre. Au bout de la 3e semaine de la croisade noire, la planète est considérée comme suffisamment sécurisée pour qu'une portion de ses défenseurs Space Marines puisse être redéployée afin de renforcer le système cadien qui, dans les jours suivant la destruction de l'espoir de Saint-Jossman,
a désespérément besoin de renforts. Dès son arrivée à la porte cadienne, le chapitre des Doom Eagles disperse ses forces sur un certain nombre de théâtres d'affrontement, notamment les zones ayant déjà terriblement souffert aux mains des serviteurs du chaos. Le plus large de ces détachements, sous le commandement du capitaine Luctus de la 3e compagnie, est impliqué dans des opérations au sein du sous-secteur Pellis Corona, où ce chapitre particulièrement pieux combat ceux qui ont succombé à la peste de l'incroyance. En effet, seuls ceux qui ont fait montre d'une foi à toute épreuve sont épargnés par la peste zombie, et les archives retiendront que pas un seul Doom Eagle n'y succombera. Les Astartes s'avèrent particulièrement efficaces dans leur combat contre les zombies de la peste infestant de nombreux mondes du sous-secteur, bien que les Doom Eagles, particulièrement austères, refusent toute offre d'aide qui leur aurait permis de consolider leur succès. Au même moment, le chapitre des Black Templars, dont le gros des forces consiste en des frères de bataille précédemment impliqués dans la chasse du seigneur de guerre orc Ghazghul Makuruk Traka sur le monde d'Armageddon, arrive enfin dans le Segmentum Obscurus. Leur première action est de soulager la défense de Thracian Primaris, qui a subi de terribles pertes contre les assauts des forces du chaos au cours des semaines solaires précédentes. Les Black Templars balayent facilement la faible flotte du chaos mal dirigée, brisant le blocus planétaire pour effectuer une frappe en profondeur sur les lieux du centre de support logistique du Departamento Munitorum situé dans la cité ruche de Déméter. Les frères de bataille sont accueillis en libérateurs par la populace, bien qu'ils ne restent pas longtemps sur place, se mettant rapidement en route afin de chasser les forces du chaos à travers le secteur Scarus et les repousser vers l'œil de la terreur. Tandis qu'aux premières heures de l'invasion, les forces d'Abaddon le Fléau se sont répandues autour de tout le secteur cadien, le chapitre des Iron Hands devine que son foyer de Médusa, en raison de sa localisation proche de l'œil de la terreur, est menacé d'invasion imminente. C'est pourquoi les Astartes entreprennent aussitôt de préparer leur défense et de recruter de nouveaux frères de bataille, qui font le serment de défendre leur foyer au-delà de toute autre considération. Bien que 2 compagnies claniques soient déployées ailleurs dans la défense de la région, l'essentiel de l'effectif des Iron Hands se prépare à devoir défendre chèrement sa planète chapitrale. C'est le 13e régiment blindé lourd Aradni du Militarum Traitoris qui prend la tête de l'invasion, auquel s'oppose l'intégralité des 10 forteresses chenillées gargantuesques appartenant aux compagnies claniques des Iron Hands, ce qui laisse présager un affrontement blindé d'une telle ampleur qu'il n'en a plus été vu depuis l'infâme bataille de Talarn, en plein cœur de l'hérésie d'Horus.